une première pour moi de m'exprimer devant un auditoire ici à Montréal. Donc, je suis très très heureux de faire votre connaissance ainsi que la connaissance de votre ville. Donc je vais essayer d'être efficace puisque évidemment le temps de parole étant compté, je ne vais pas m'attarder en auto-célébration ou congratulation, etc. Bien. Donc j'ai peu d'images à vous montrer parce que j'ai préféré parler. Voilà. Donc si à un moment donné vous en avez marre de m'entendre, vous pouvez me dire monsieur, est-ce que vous pourriez nous montrer des images? Je dirais oui, je montrerai quelques images peut-être. Bien, donc je partirai de cette idée que la description objective d'un phénomène culturel, je dis bien la description objective d'un phénomène culturel, supposerait que l'on puisse prendre à son égard un certain recul, une distance d'observation. Mais en fait, qu'est-ce qu'un phénomène culturel? Un phénomène culturel, c'est quelque chose où s'articule monde intérieur et monde extérieur. On se souvient par exemple, dans le cas du cinéma, Edgar Morin disait que le phénomène cinéma se situait au carrefour du cosmomorphisme et de l'anthropomorphisme. Introjection du monde extérieur à travers son double cinématographique et projection de notre imagination dans ce monde d'images mouvantes. Donc si l'on admet cette dialectique entre le monde extérieur et le monde intérieur comme évidemment caractéristique du phénomène de tout phénomène culturel, la question de la distance devient problématique. On ne peut pas avoir de distance objective à l'égard d'un phénomène culturel, puisqu'une part de nous est engagée dans le phénomène. Et je crois que cette dialectique, elle est encore plus aiguë dans le cas de l'imagerie pornographique. C'est pourquoi d'ailleurs on rencontre souvent deux attitudes. Il y a d'abord ceux qui commencent par s'excuser lorsqu'ils l'étudient, de se situer clairement en dehors du phénomène, comme pour convaincre finalement que leur monde intérieur ne contient rien de pornographique et que seule leur raison, guidée par le sens du devoir intellectuel, est mobilisée par l'étude de l'objet. Alors on a des cas tout à fait caricaturaux et emblématiques de cela. C'est par exemple Émile Pouresi, qui faisait partie au début du XXe siècle des sociétés de protestation contre la licence des rues, qui faisait partie de cette grande ligue de relèvement de la moralité publique, animé par des personnages politiques importants, notamment le sénateur Béranger à Paris. Et cet Émile Pouresi, qui a écrit des livres importants sur la pornographie, proclamait sans arrêt qu'en dépit de sa proximité avec le mal, eh bien, il restait fidèle jusqu'au fond de lui-même au principe de dignité devant entourer en public et en privé la vie amoureuse. Mais cette attitude, pour peu caricaturale qu'elle soit, on la retrouve aussi chez des auteurs contemporains qui, lorsqu'ils étudient la pornographie, essaient en permanence de démontrer que leur monde intérieur n'appartient pas à cette sphère et n'a rien à voir avec cette sphère. Dans mon étude, j'ai souvent rassemblé cette attitude sous la bannière de l'approche éthique, ce que j'ai appelé une approche éthique. Alors bon, voilà, on pourrait citer quelques auteurs, mais là n'est pas l'objet. Alors, à l'inverse de cela, il y a une autre attitude qui consiste à affirmer au contraire qu'il y a, même de manière tapageuse, de manière très démonstrative, qu'il y a une parfaite continuité naturelle entre monde intérieur, c'est-à-dire imagination sexuelle privée, et univers pornographique, avec l'intention évidemment de prouver que tout ce qui vaut pour soi valant pour les autres, eh bien ce serait hypocrite de nier ça. Voilà. Et dans cette attitude, la pornographie apparaît donc davantage comme un espace de liberté émancipé des prescriptions traditionnelles sur la conduite sexuelle. Alors, pour moi, cette approche, on va dire plutôt libérale, et l'approche éthique ne conviennent pas pour décrire le phénomène pornographie. Moi, j'ai essayé d'éviter, si vous voulez, d'un côté une approche éthique et de l'autre aussi cette approche un peu plus libéraliste, je ne sais pas trop comment la qualifier, pour identifier ce que j'ai appelé le phénomène culturel pornographie moderne. Alors pourquoi moderne? Parce que je souscris à cette vieille idée qui a été notamment développée par un des premiers historiens à s'intéresser à l'art érotique, qui s'appelait Édouard Fuchs. Je souscris à cette idée qu'à partir du moment où on a remplacé
l'imagination de l'artiste, hein, qui, comme Rawlinson par exemple, regardez ceci, dessinait ou imaginait le corps, le sexe, la vision aussi de l'intime. Lorsque on est passé de ce genre d'image à un autre type d'image qui impliquait, par la photo évidemment et le film, la présence de personnes réelles, pratiquant réellement des scènes sexuelles, eh bien, on a changé de paradigme dans la représentation de la sexualité. Et c'est ce changement de paradigme qui, d'après moi, justifiait le fait de parler de pornographie moderne. Alors, ce changement de paradigme, pour moi, il fait écho aussi à un phénomène beaucoup plus vaste, qui est tout à fait contemporain d'ailleurs de celui que j'ai décrit, donc l'émergence d'une imagerie pornographique moderne, c'est un changement fondamental dans la culture. Et je souscris depuis longtemps à ces analyses qui ont été développées notamment au sein de l'école de Francfort, que l'avènement de nouveaux médias eh bien, a impliqué un changement profond dans la nature même de la sphère culturelle et la relation des individus à la culture. Vous connaissez tous certainement le texte fameux de Max Horkheimer et Theodor Adorno, écrit en 1944 et intitulé Kulturindustrie, l'industrie de la culture. Donc c'est une des bases, un des horizons théoriques sur lesquels je me suis appuyé pour donc aborder ce phénomène particulier. Donc, si vous voulez, si on résume, le phénomène culturel, ça implique le monde intérieur, mais ça implique aussi le phénomène plus global de la culture. Et là, on a affaire à deux ruptures. Donc une première rupture qui est au niveau de l'imagerie elle-même, qui met en scène des personnes réelles, et ça c'est un changement très profond, parce que ça change aussi la relation qu'on a avec l'autre à travers la photographie puis le film, mais aussi évidemment en retour l'image, la perception qu'on a de soi. Et deuxièmement, donc, ce phénomène particulier s'inscrit dans un phénomène plus général de changement de la culture. Alors, pourquoi parler, enfin, vous avez remarqué déjà que je parle beaucoup de la photographie et du film, parce que je me suis aperçu assez vite que c'était inséparable. La photographie obscène qui commence à se développer surtout en Europe occidentale, donc au milieu du XIXe siècle, et le film ont en commun cette même technologie, hein, donc cette façon de produire des images à partir d'appareils, de caméras ou d'appareils photo, mais enfin c'est une même technologie donc qui nécessite une mise en scène, alors d'un côté de l'image fixe, mais de l'autre une image animée, mais finalement la base technique est absolument la même. Donc j'ai étudié d'abord la photographie parce que la photographie on la connaît bien. Hein, si vous me permettez, je vais juste me déplacer un tout petit peu pour montrer une image tout à fait intéressante. C'est celle d'un registre de préfecture de police qui a été un peu la pelote à partir de laquelle j'ai tiré le fil de cette histoire. Alors vous voyez ici une image qui est une photographie d'une double page, donc d'un registre de police qui a été tenu entre 1855 et 1869, et dans lequel sont recensées plusieurs centaines d'images de trafic d'obscénité. Alors vous voyez, il y a plusieurs colonnes, donc il y a une colonne ici à gauche dans laquelle on a généralement le nom des affaires et les dates des affaires, ici les prévenus, donc toutes les personnes qui ont été impliquées, et ici à droite une colonne tout à fait intéressante dans laquelle on trouve des photographies qui étaient donc saisies et utilisées comme pièces à conviction donc pour les procès en correctionnel, et ce registre m'a permis donc d'avoir de la photographie obscène une connaissance assez précise, parce qu'on a les identités des protagonistes, et on découvre ainsi que la photographie obscène eh bien, était faite par des photographes qui la plupart du temps avaient pignon sur rue, donc étaient des personnages installés, qui avaient un commerce de photographie, qui avaient parfois des positions importantes dans la société parisienne. Et parallèlement à cela, ils avaient développé un commerce clandestin avec tout un réseau, donc vous aviez des coloristes, des colporteurs, pour diffuser l'imagerie, ces images obscènes. Alors ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait d'apprendre que c'est une action qui est développée par des professionnels de l'image, on s'aperçoit aussi que le développement du marché n'a été vraiment important qu'à partir du moment où on pouvait tirer depuis un cliché original, donc une plaque de verre, un nombre très important, voire infini, d'épreuves.
Les épreuves, ce sont ces tirages sur papier, donc à partir d'un négatif. Et pourquoi? Parce que les épreuves, ça coûte pas cher, et à partir du moment où ça coûte pas cher, eh bien, on peut très très facilement diffuser ces images auprès d'un public qui peut s'offrir le superflu, qui peut s'offrir la fantaisie pour une somme réduite. Alors, vous voyez que ces enseignements, en les appliquant au cinéma pornographique, eh bien, ça a permis d'éclairer aussi un certain nombre de zones d'ombre, parce que traditionnellement, le cinéma pornographique primitif, on le reliait au monde prostitutionnel. Et ça, c'est une sorte de mythe qui s'est plus ou moins installé, qui a été répété par multiples auteurs, alors, par exemple Ado Kirou ou d'autres plus récemment aussi, qui ont systématiquement assimilé la production du cinéma pornographique à ce monde prostitutionnel. Or, en étudiant la photographie et la façon dont ça a fonctionné, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ça. Que le cinéma pornographique primitif a été réalisé au début par des professionnels du cinéma, exactement comme il y a eu des professionnels de la photographie, qui, en marge ou à côté du cinéma institutionnel, eh bien, développaient cette activité clandestine. Deuxièmement, en m'apercevant que le commerce, le marché, en fait, prononçons le mot, le marché de la photographie obscène, le marché du fantasme n'a pu se développer qu'à partir du moment où il y avait un débouché commercial, à partir du moment où il y avait des gens susceptibles d'acheter ces images. Alors acheter une épreuve sur papier c'est facile, mais acheter un film c'est beaucoup plus compliqué, il faut avoir un projecteur chez soi, enfin il faut avoir un équipement beaucoup plus lourd, d'autant qu'au début, dans les premières décennies du cinéma, l'acquisition de matériel professionnel de cinématographie n'était pas à la portée de tous. Donc vous voyez que ce n'était pas évident de faire du cinéma pornographique dès le début, dès qu'il a été possible techniquement d'en faire, il a fallu que les conditions d'un marché soient réunies. Ça c'est le deuxième grand enseignement de la photographie obscène, c'est qu'il a fallu attendre que les conditions d'un marché soient réunies, c'est-à-dire un débouché, des clients et une activité donc, qui permettent une certaine forme de retour sur investissement. Alors, j'en ai déduit que le fait de ne pas trouver de film, pour avoir cherché quand même pas mal auprès des cinémathèques, pour ne pas avoir trouvé de film antérieur aux années 1910, eh bien j'en ai conclu qu'il y a eu très très peu de films avant que les conditions d'un marché soient réunies. Bien. Donc les conditions d'un marché, qu'est-ce que c'est? Ça a été trouver un débouché commercial, et effectivement, à un moment donné, les maisons de tolérance ont pu jouer le rôle de débouché commercial. Concernant les acteurs, on a une assez bonne connaissance aussi d'une affaire qui a impliqué Bernard Nathan, qui était un producteur de films, publiciste. C'est un Roumain, Bernard Tanunzap, qui a émigré donc à Paris en 1909 et qui s'est très rapidement retrouvé un peu dans la sphère du cinéma, puisqu'il a travaillé chez Pathé, dans les laboratoires de Pathé. Ensuite, il a monté sa propre société de films publicitaires. Et donc ce monsieur avait en parallèle une activité de production de films pornographiques. Donc on retrouve exactement la même situation que pour les photographes de l'époque du Second Empire. Donc un professionnel qui, en marge de son activité officielle, développe une activité clandestine. Bien. Donc c'est une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, elle a été jugée en 1911, et le commerce de films, enfin on disait obscène à l'époque, le commerce de films pornographiques donc, avait dû se développer dans les années précédentes, donc vous voyez qu'on est très très proche des années 1910. Donc avant, j'ai trouvé très peu de traces d'affaires impliquant mentionnant les films. Je sais qu'en 1917, il y a des maisons de tolérance à Marseille qui organisent des cabinets cinématographiques, donc ils sont des spectacles payants. Donc à côté de l'activité prostitutionnelle, il y a effectivement un cabinet cinématographique, mais tout ça est évidemment stoppé par l'action policière. Donc il y a pu y avoir de manière résiduelle des projections dans les maisons de tolérance, mais je dirais que le marché du film pornographique primitif s'est vraiment développé lorsqu'il y a eu la même condition de possibilité que pour la photographie, c'est-à-dire celle d'un marché. Et lorsque apparaissent en 1923-24 les formats réduits, le 9.5 Pathé, là, des éditeurs de films, des gens qui possèdent des librairies spécialisées dans les ouvrages galants, les ouvrages érotiques, voire les images pornographiques et aussi les photos obscènes, commencent à organiser un marché, à rationaliser un marché en faisant des tirages massifs de copies en format réduit à partir d'originaux en 35 pour les vendre par correspondance. Et le fait que ce marché soit parfaitement rationalisé, la démonstration est faite lorsque on observe et lorsqu'on étudie de manière un peu systématique toutes les annonces qui passaient dans les magazines et les revues humoristiques, dans lesquelles il y avait des petits récits grivois, des dessins, des photographies.
Donc, lorsque dans ces revues, on avait des publicités pour les films Kodak ou les films, Kodak 16 mm ou 9.5 pâté, ils avaient tous le même prix. Donc, ça veut dire qu'il y avait en réalité peu de producteurs, peu d'agents économiques qui finançaient cette production et que cette production était relativement bien rationalisée, c'est-à-dire qu'il y avait un volume à peu près cerné et donc les films valaient l'équivalent aujourd'hui de, je vais m'exprimer à €, je dirais entre 150 et 250 €, la petite bobine qui durait 2 minutes. Donc, encore une fois, on se retrouvait avec les conditions d'un marché, puisque pour une somme relativement, plus importante que pour la photo, mais relativement abordable, les vrais amateurs pouvaient se payer le superflu. Et c'est à partir, effectivement, de 1925 qu'on trouve une très très grande quantité de films. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment où techniquement il est possible d'avoir des débouchés importants, et bien là évidemment le marché prend des dimensions importantes. Avant on a des films qui apparaissent ponctuellement, qui pouvaient être aussi la réponse à une commande privée. On a le cas du roi d'Espagne Alphonse XIII qui en 1926 a commandé des films à 2 cinéastes espagnols, Ricardo Alfonso de Baños, qui sont des films conservés à la Cinémathèque de Séville, des films tout à fait extraordinaires. Voilà. Donc vous voyez que la connaissance et l'étude précise du marché de la photographie obscène m'a permis de dégager les outils nécessaires pour bien comprendre et essayer de dessiner les débuts du cinéma pornographique primitif. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que pour moi, il s'agit vraiment d'un marché, il s'agit vraiment d'une réponse de producteur à un besoin de voir matérialiser des fantasmes et une fantasmagorie sexuelle, donc à travers des images qui sont jouées, actées donc par des personnes réelles. Alors, d'où cette idée, est-ce que la photographie obscène et le cinéma pornographique constituent une imagerie réaliste de la sexualité? Alors ça aussi, dans beaucoup d'études, on a tendance à opposer l'ultra-réalisme, voire la crudité de la pornographie à l'image de fiction conventionnelle. Moi, je ne crois pas que ce soit une imagerie réaliste. Et dès le début, ça n'est pas une imagerie réaliste. C'est une image qui est faite pour le regard du spectateur. Je vais juste vous montrer une photographie obscène qui est tirée de l'ouvrage dont je viens de vous parler. Vous voyez ici, c'est très net que les deux actrices qui agissent sont mises en scène pour que le spectateur de cette image voit le plus possible, le plus clairement possible. Nous n'avons pas ici affaire à une sorte de documentaire photographique sur le libertinage ou la vie sexuelle dans le cadre intime. On a véritablement des deux actrices, en l'occurrence, qui sont mises en scène par le photographe pour que le spectateur voit le plus possible ce qu'il y a à voir. Or, qu'est-ce qu'il y a à voir? Eh bien évidemment les organes génitaux et puis tout ce qui peut être pratiqué, fait avec les organes génitaux, donc toutes les formes d'introduction, de jeu, enfin bon bref, là on a tout un catalogue de pratiques. Mais vous voyez que dans cette image, ce qui est très très clair, c'est qu'on a une mise en scène qui est faite donc pour impliquer le spectateur dans la scène. Le spectateur est en quelque sorte le complément, et on pourrait même se dire que les personnages jouissent aussi parce qu'il y a le spectateur. Le spectateur est une condition du jouir, puisque les acteurs, alors évidemment, là, elle ne semblait pas très très convaincue, mais on s'aperçoit au fur et à mesure que, notamment dans le cinéma porno primitif, eh bien, progressivement, on va assister à des mises en scène qui encouragent les acteurs à regarder l'objectif de la caméra lors de la prise de vue, pour simuler, un peu par anticipation, le plaisir qu'ils ont à être vus et à s'exhiber. Donc, en fait, les acteurs deviennent des acteurs au double sens, c'est-à-dire non seulement ils agissent dans le cadre d'une pratique de la sexualité, mais ils agissent aussi en plus comme acteurs d'un dispositif qui vise l'implication du spectateur. Donc les acteurs simulent le fait que parce qu'ils sont vus par le spectateur, qui est un spectateur imaginaire, puisqu'il ne voit que l'objectif de la caméra, mais en le fixant, l'objectif, ils imaginent déjà la situation où un regard se portera sur leur corps, sur le jeu de leurs organes, et par la présence de ce regard, eh bien, on crée les conditions d'un jouir.
Alors, cette implication du spectateur, je l'ai déclinée parce que dans le cinéma pornographique primitif, on retrouve tout un tas de situations dans lesquelles le regard est mis en scène, hein, cette fonction scopique, cette composante scopique de la sexualité, hein, pour m'exprimer en termes freudiens, qui devient donc un élément décisif pour la mise en scène de cette utopie sexuelle. Et donc, j'ai décliné dans l'ouvrage différents types de regards. Hein. Donc il y a par exemple la situation de voyeurisme où l'acteur qui est témoin d'une scène est en quelque sorte le relais du spectateur. Il y a aussi ce que j'ai appelé le regard non intentionnel extensif, qui est quelque chose d'assez compliqué à décrire, mais qui en gros montre que tous ces regards involontaires tournés vers le hors-champ lorsque les acteurs par exemple, cherchent une indication de la part du metteur en scène, en fait, pour le spectateur, ça dit de l'acteur quelque chose de vrai. Ça dit de l'acteur qu'il était vraiment là, que c'est vraiment une personne réelle qui est en train d'agir et qui est en train de construire, dans le même temps où on le voit, quelque chose qui est très particulier, qui est une scène qui engage l'intime, qui engage le secret de soi. Et donc cet état un peu de complicité par devers l'écran entre l'acteur qui est soumis au dispositif et qui cherche le guide, et puis le spectateur qui est dominé par son propre désir de voir, et bien finalement devient un élément érotique. Et enfin, il y a donc le regard intentionnel intensif où l'acteur et l'actrice deviennent maîtres hein, dans la capacité d'impliquer le spectateur par la façon de voir dans l'objectif ce regard qui va les faire jouir. Alors du coup, à partir de là, s'est ouvert donc une perspective tout à fait intéressante, puisque si l'acteur ou l'actrice de film porno est censé faire un acte qui renvoie donc à l'intérieur, à ces émotions qu'on ressent lorsqu'on est dans une situation érotique, de désir, d'excitation, de tendresse, etc. Si l'acteur qui joue ça est en même temps capable d'envisager le regard qui est à l'extérieur et en dehors de cette scène, ça veut dire d'une certaine façon, il se dédouble, il devient une sorte d'être étrange qui en même temps est concentré sur son intérieur, tout en prenant en compte le regard de l'extérieur. Donc en fait, l'acteur se voit en train de jouer un rôle et son plaisir, son jouir est construit aussi sur le fait qu'il est en même temps absorbé dans quelque chose qui est peut-être la chose peut-être la plus absorbante pour tout être humain, et en même temps, il inclut cette dimension de l'extérieur et la présence d'une instance qui est à l'extérieur en train de le regarder. Donc c'est une sorte de clivage, de clivage mental, hein, où les flux psychiques, plutôt d'être tournés vers l'intérieur, se retrouvent divisés dans cette situation tout à fait particulière. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, que j'ai développé ce qui constituait pour moi vraiment l'horizon important hein, dans la recherche, c'est d'engager des concepts, alors évidemment qui sont des concepts un peu anciens, mais qui sont tirés évidemment de cette tradition de la philosophie critique, par exemple réification, auto-réification et désublimation répressive. Voilà un peu l'horizon théorique que je visais. Et je me suis aperçu que cette façon de voir dans l'acteur ou l'actrice, enfin quand je dis l'acteur c'est, pardon hein, pour ceux qui sont peut-être sensibles à ces questions de genre, mais quand je dis l'acteur c'est dans le sens générique, mais je devrais préciser actrice et acteur, pardon. Mais donc quand ces actrices et acteurs de cinéma pornographique donc, arrivent à ce niveau de participation au dispositif donc, qui implique le spectateur, eh bien là on a une sorte de modèle, de comportement qui justifiait pour moi d'utiliser la qualification de image dialectique. Alors qu'est-ce qu'une image dialectique? C'est une image qui en même temps nous domine, nous déborde et nous instruit, parce que à travers cette figure de l'acteur et l'actrice pornographique, je me suis dit que c'était peut-être notre condition à nous dans la société moderne, dans cette culture transformée, hein, dans cette nouvelle condition de vie culturelle placée façonnée par les modalités de l'industrie hein, qui fait consommer en masse des produits culturels. Et bien finalement, est-ce que notre nouvelle condition, nous, d'individus et de sujets dans cet environnement culturel, eh bien l'acteur et l'actrice pornographique ne le représentaient pas. Autrement dit, cette façon de jouer un rôle vrai, cette façon de se considérer soi-même comme objet, élément d'un dispositif, hein, eh bien n'était pas une sorte
d'image dans laquelle on pouvait se voir nous-mêmes dans la vie, hein, une vie dans laquelle on est de plus en plus invité à jouer des rôles vrais. Alors, il y a à partir de là évidemment tout un tas d'implications, hein. Il s'agissait par exemple d'éviter l'impasse d'un jugement éthique, hein, qui aboutit la plupart du temps à circonscrire la mauvaise conduite dans le périmètre de la pornographie. Alors vous voyez que je relis tout cela avec ce que j'ai dit au tout début en introduction sur l'attitude qu'on a à l'égard du phénomène culturel. C'est vrai que moi j'ai souvent trouvé dans l'approche éthique, par exemple, eh bien, que le défaut principal, ça consistait à dire le mal, la mauvaise conduite, l'être humilié, la mauvaise sexualité, c'est dans la pornographie. Hein. Moi, je ne crois pas à ça, parce que ça voudrait dire que dans la vie, il n'y a pas ça. Ça voudrait que dans la vie, il n'y a pas réification, il n'y a pas conduite autoréifiée. Or, ce que j'essaie de démontrer au contraire, c'est comment, par le prisme de cette image de l'autoréification à laquelle on assiste dans la sphère pornographique, on a des indices sur le niveau atteint, hein, dans tout le reste de l'existence par ces facteurs autoréifiants. Alors j'espère être clair, hein, pardon, je me suis un peu égaré sur mes notes, mais bon, peu importe. Donc le deuxième écueil que je voulais éviter, c'est effectivement de considérer la pornographie comme une sorte d'espace très ouvert à travers lequel on peut puiser des scénarios. Alors vous savez, c'est John Gagnon, hein, qui dans les années 70 a développé beaucoup ces théories de script sexuel qui consistent à dire, par exemple, eh bien, la sexualité c'est quelque chose qui s'apprend, on joue des rôles, et la pornographie est effectivement un répertoire de rôles dans lequel on peut emprunter pour nourrir et alimenter sa propre vie sexuelle. Alors, c'est intéressant, moi je trouve qu'il y a une grande partie d'intérêt dans cette approche, mais néanmoins elle pose le problème d'être non critique. C'est-à-dire qu'en fait, cette approche considère la pornographie, l'univers pornographique, comme simplement un réservoir de scénarios possibles, et non pas le lieu où agissent les phénomènes que j'ai décrits, donc réification, autoréification, qui consistent, pour essayer de résumer cela de façon très simple, à se considérer soi-même comme un objet. Donc la théorie des scripts sexuels de John Gagnon, eh bien, elle a ce défaut, d'après moi, de ne pas être assez critique à l'égard de ces dispositifs de chosification. Donc voilà un peu comment j'ai essayé, si vous voulez, de naviguer entre tous ces enjeux. Et l'aboutissement de tout cela, eh bien, ça a été finalement de dire que dans nos sociétés marchandes, dans nos sociétés soumises au principe de la rationalité technologique, je dirais qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir de pornographie. Et malgré les tentatives des moralistes, hein, de démontrer que ces conduites réifiées, que ces conduites non conformes aux grandes valeurs humaines, déviantes, perverses ou sadiques, sont cantonnées dans la sphère porno, moi je ne crois pas. Hein. Je crois encore une fois que ce qu'on voit à travers ces images, c'est quelque chose qui nous renseigne sur notre condition dans la vie en général. Et la fantasmagorie pornographique qui s'est développée depuis la photographie obscène, donc, est vraiment ce baromètre, hein, qui nous permettrait, ça c'est ma thèse, d'évaluer les niveaux de réification et d'autoréification atteints dans la vie. Parce que finalement, si on réfléchit un peu, on s'aperçoit que lorsque des consultants préconisent un homme politique ou un jeune candidat à l'emploi de jouer un rôle pour se conformer à des besoins de l'opinion publique ou aux besoins du marché du travail, finalement, il invite à faire exactement la même chose que l'acteur ou l'actrice de film pornographique, c'est-à-dire jouer un rôle vrai, se percevoir comme individu à travers le rôle qu'il va jouer. Donc il va lui-même créer les conditions pour avoir de soi la perception d'une entité qui s'adapte. Hein, donc c'est une forme d'autoréification puisqu'il se voit comme un objet adapté à des circonstances qui sont extérieures à lui et qui lui commandent d'être ce qu'il doit être. Alors évidemment tout cela pose de nombreuses questions et
le reproche qu'on pourrait faire à ce que je viens de dire, enfin cet horizon théorique que je viens d'essayer de dessiner, c'est que on pourrait y voir une sorte de fatalisme ou de vision qui consisterait à dire, mais regardez, monsieur Telchou, vous êtes en train de nous décrire un individu qui est de plus en plus soumis à des forces extérieures, comme si le développement de notre société, de nos outils, de nos médias, etc., finalement constituait une sorte de menace qui grignoterait de plus en plus notre vie intérieure, notre vie émotionnelle, notre vie fantasmatique, notre subjectivité. Moi, je ne pense pas que les choses se produisent comme ça. Je ne crois pas à cette sorte de linéarité dans la pression extérieure qui consisterait à anéantir ce qu'on pourrait appeler le moi authentique, ce noyau de singularité, ce noyau d'individualité, ce noyau subjectif qui fait que nous sommes chacun des êtres particuliers. Non, je dirais, bon, sans être psychanalyste, mais je dirais plutôt que l'image qui, pour moi, est la plus à même de décrire cette désorganisation de l'espace psychique, c'est l'image d'une fragmentation, donc d'un monde intérieur qui est fragmenté, agité par des conflits et des contradictions qui empêchent que se reconstitue la moindre unité. Vous savez que dans la topique psychique traditionnelle de la psychanalyse, il y a le moi, il y a le surmoi, il y a des instances comme ça qui sont assez bien localisées, dans lesquelles on distribue des fonctions, des rôles, etc. Bon, des entités qui sont relativement plastiques, protéiformes, qui communiquent entre elles, mais justement cette topique psychique, moi je ne crois plus qu'elle reflète correctement l'état de notre psychologie aujourd'hui. Et donc je dirais, pour conclure, que dans l'espace mental tel que je le représente, c'est-à-dire quand je parle d'espace mental, je parle du mien, je parle aussi peut-être du vote, je ne sais pas, mais dans cet espace mental se mêle à la fois le sentiment de pouvoir jouir de liberté très grande et en même temps le sentiment inverse, c'est-à-dire de ne plus pouvoir échapper à des dispositifs de contrôle et d'oppression. Et c'est pour ça que Marcuse parlait de désublimation répressive, et j'ai tendance à y croire. Voilà, je conclurai là-dessus, je vous remercie.